La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour et bienvenue. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, cette semaine nous explorons le domaine des distributeurs de boissons, de snacks et autres restaurations grâce à un entrepreneur atypique, Pascal Huffert, fondateur de Boost Bar. Atypique notamment parce qu'il vient de l'autre côté de la Sarine, sur le plateau de B2B. C'est une très bonne chose Vincent. Oui, un invité polyglotte qui a beaucoup voyagé et qui a traversé plusieurs tempêtes au sein de son parcours entrepreneurial. Bonjour Pascal Huffert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né à Londres, vous avez grandi dans le canton de Saint-Gall, vous parlez français, anglais, allemand, suisse-allemand, italien, avec aussi des notions d'espagnol. Enfant, vous parliez quelle langue à la maison ? Français. Français fédéral. Ma mère était suisse-allemande, mais elle parlait français avec mon père. J'étais pas conscient, j'ai remarqué quand je suis arrivé à Lausanne 20 ans plus tard que j'avais pas un accent. Pour étudier le PFL hein. Ouais. Alors, un père juge, une mère ingénieure. Dans quel contexte votre famille s'est-elle déplacée depuis Londres vers la Suisse ? C'était l'inverse. C'est ma mère qui est juge et le père qui était ingénieur. Londres, c'était plus un accident. C'était par hasard qu'il se trouvait à Londres quand je suis né. Ensuite, j'ai grandi en Suisse alémanique, dans un petit village à 2 pas de la frontière autrichienne. Donc j'ai grandi en Suisse alémanique et ensuite je me suis déplacé pour les études. Une maturité à Saint-Gall, le PFL, on l'a dit, 1 an à Pittsburgh aussi, 4 ans chez McKinsey ensuite à Zurich, 2 ans dans le fonds d'investissement KKR, propriétaire de Selecta, où vous passerez presque 4 ans. Et cette idée, dans un coin de votre tête, entreprendre. Pourtant, enfant, vous rêviez de construire des robots, vous étiez un lecteur des Marvel, Tony Stark, Iron Man. Je pense que j'ai toujours voulu construire. J'adorais les Lego, j'adorais les projets. Et je pense que c'est une raison principale d'avoir choisi les études à l'EPFL. Je me voyais construire, inventer des robots, inventer des choses. Je me suis vite aperçu pendant les études, j'avais des amis nettement plus doués dans le domaine de la robotique, de l'ingénierie. Et je voyais, si je restais dans l'ingénierie, j'allais passer la plupart de mon temps à construire les rêves des autres. Et donc, je cherchais à échapper ce monde. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le conseil. Et le rêve de l'entrepreneur, il est resté. Mais si vous me demandiez il y a 4 ans, j'aurais dit c'est le rêve que je pensais ne plus implémenter. Pourquoi ? Puisque, déjà l'entrepreneuriat, l'histoire, le mythe de l'entrepreneur qui a vendu sa dernière chemise pour construire un empire, il n'est pas suisse, puisque l'entrepreneuriat, déjà, c'est cher. Donc, après 10 ans de carrière, 2 enfants, les coûts de vie, c'est pas aussi simple de démarrer. Et il y a plein de bénéfices à l'entrepreneuriat, mais tout d'abord, il y a plein d'inconvénients. Si c'est compliqué, qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui vous a fait vous dire, allez, je vais me lancer, je vais quand même réaliser ce qui était un peu un rêve finalement quand même. Alors le rêve de construire, elle était toujours. La deuxième dimension qui s'est ajoutée, c'était l'envie d'avoir plus de liberté, ou plus de liberté et plus d'indépendance. Et ensuite, le moment clé, c'était l'opportunité. C'est ce qui manquait pendant toute cette période. Et c'est pendant ma période chez Selecta que j'ai vu une industrie avec des énormes opportunités dans la digitalisation. Et c'est quand j'ai quitté Selecta que j'avais l'idée et sur laquelle que j'ai ensuite pu construire. Vous avez pris 6 mois sabbatiques, une demi-année, et vous avez décidé de sauter le pas. Avec votre épouse aussi, vous avez fondé Boost Bar. Votre femme a fondé Tildos Clothing. Qu'est-ce qui a déclenché ce processus pour votre épouse et vous-même ? Parce que ça
Ça implique quand même un risque financier. Vous aviez 2 enfants en bas âge. Il faut s'occuper. Hein. Vous avez choisi sur un coup de tête d'y aller, vraiment ? C'est bon, sans rentrer dans les détails du départ, mais effectivement, j'ai décidé d'un jour à l'autre de quitter. Et donc, heureusement, j'avais les 6 mois de gardening leave, comme on dit en anglais. Et donc, on est parti, on a acheté un petit chalet, on est parti en montagne, dans un village qui s'appelle Bivio, avec les 2 autres enfants. Donc, un de ces fameux projets de vie dont tout le monde parle, faire 6 mois de vacances avec la famille. On a réalisé ça. Après 2 mois, forcément, on commence à s'ennuyer, où il y a des idées qui remontent. Personnellement, j'avais trop peur d'entreprendre. Donc, mais comme ma femme avait cette idée de sa marque d'habits, je m'en suis un peu servi comme cobaye. Et donc, je l'ai d'abord, elle, poussée dans le projet de l'entrepreneuriat. Il y a eu un deuxième projet qui était un torréfacteur qu'on a ouvert dans le village, qui s'appelle Bivio. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le mythe, où j'ai réalisé que c'est moins compliqué que ce qu'on pense de s'y lancer. Et ensuite, la fin de ces 6 mois, c'était le début de... C'était en 1er mai, donc en plein premier lockdown. 2021, oui. Dans 2020, ouais, et bon, l'idée de se lancer dans la distribution automatique en plein lockdown semblait un peu étrange, mais j'avais promis à trop de gens à m'y lancer, donc c'était en anglais past the point of no return. Ouais, et alors 2021, un an après, un diagnostic médical qui tombe et on vous annonce par téléphone que vous avez un cancer du poumon à un stade avancé. Au même moment, votre entreprise fait face aux conséquences économiques du Covid. Vous l'annoncez directement à vos collaboratrices, vos collaborateurs. Vous prenez un temps de réflexion. Comment vous communiquez autour de cette nouvelle difficile à votre équipe ? Ouais, je suis allé le lendemain au bureau et je leur ai communiqué ouvertement. Ça s'est passé comment ? Je pense au début, ils n'ont pas compris. C'est un moment de choc. Je pense aussi le fait de le communiquer directement. Je pense que c'était le bon choix, mais c'était l'entreprise. Si tout le monde qui a travaillé dans une start-up ou une entreprise qui a 15 mois, forcément une personne, n'importe si c'est le fondateur ou une autre personne clé de l'équipe qui disparaît d'un jour à lendemain, c'est un choc. Mais ensuite, toutes les personnes qui étaient présentes là, elles sont restées avec l'entreprise. Et dites que vous avez annoncé ça tout de suite, un peu comme quand vous étiez parti chez Selecta. Ça fait impulsif ou bien c'est de l'intuition en disant il faut que je partage cette nouvelle, c'est cette façon-là que je peux continuer d'avancer plutôt que de la cacher ou d'attendre avant de la communiquer. Il y avait certes un élément d'impulsion, mais j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Et le fait de le tirer à la longueur, puisque forcément j'allais rentrer dans des traitements, passer des jours, j'allais pas être là. Toute l'incertitude, ça allait pas aider. Et je trouvais important de communiquer ouvertement sur le sujet, autant avec les employés qu'avec les clients et même avec les investisseurs. Vous avez déjà expliqué que votre état s'est dégradé extrêmement rapidement, que vous perdiez du poids, 1 kilo de poids corporel chaque semaine. Vous avez également diagnostiqué une tumeur dans le cerveau. Le reste de votre corps est également touché. Et là, vous dites, j'ai compris que la thérapie ne servait à rien. À ce moment précis, vous aviez encore de l'espoir de survivre ? De survie, bon, il y a toutes les... Non, le cancer des poumons avancé, historiquement, c'est une des maladies qui... avec très peu de chance. Historiquement, on parle de 0,5% sur 5 ans. Donc, et étant ingénieur, je regardais les courbes et je ne me mettais pas à rêver de thérapie miraculeuse. Et il y a toute une série de nouvelles thérapies qui ont apparu les dernières années. Et donc, j'avais de l'espoir que ça allait prolonger la période. Mais là, effectivement, je ne pensais pas que ça allait durer particulièrement longtemps. Ça a révélé un côté battant chez vous, peut-être que vous n'aviez pas identifié jusqu'à présent, parce qu'il fallait vraiment du cran pour s'accrocher. Je pense pas, et j'aime pas dans le contexte du concert, on parle souvent du battant, etc.
je connais plein de patients de mon âge diagnostiqués au même moment et c'était tous des battants et ils sont plus là. Donc je pense que c'est pas une histoire de bataille. Je pense que c'était plus le fait d'accepter la situation telle qu'elle est et ensuite en faire le meilleur. Et bien sûr, comparé à d'autres personnes dans la même situation, en Suisse, on a une couverture médicale, j'avais une famille autour de moi, j'avais une entreprise qui tournait. J'étais dans une position quand même bien supportée, mais c'était pas du battant, c'était plutôt... J'étais plus focusé sur comment m'organiser, comment organiser pour la famille autour de moi. Et ensuite, je laissais la bataille, c'est le job des médecins, c'était pas le mien. Déni, colère, marchandage, phase d'abattement, acceptation sont des émotions qu'on attribue souvent au processus de deuil des personnes qui perdent un ou une proche. Mais le magazine Psychologie rappelait dans un article paru l'an dernier que ces émotions pouvaient également être ressenties par des personnes malades en phase terminale avant leur décès. Vous êtes passé par certaines de ces étapes ? Je ne saurais pas dire, combien c'était conscient. Mais effectivement, dans la phase finale, quand j'étais collé au lit et je dépendais d'autres personnes, c'est de l'acceptation. Et après, bon, il reste toujours... Il reste l'espoir qui est, mais... ce que j'ai jamais eu, c'est un moment de panique où j'entends souvent des gens qui se posent la question pourquoi moi, etc. J'ai très vite réussi à accepter ça comme en anglais bad luck. Avec beaucoup de résilience. Fatalité, quoi. Ouais, c'est rien que je pouvais influencer. Il n'y a aucun dépistage qui aurait pu permettre à le prendre avant et ensuite. Et après, beaucoup de chance avec les médicaments heureusement, qui c'est depuis. Depuis décembre 2022, votre cancer est complètement inactif. Inactif ou invisible, mais c'est compliqué à expliquer la différence entre les deux. Donc, on dit que le cancer devient plutôt une maladie qu'on va traiter et que c'est plus... Le terme de cancer a perdu un peu parfois de son poids parce que des traitements, des thérapies sont là. Et on va arriver à gérer cette maladie au long de sa vie, finalement. Si j'ai de la chance, je pense, dans mon cas, ça reste dans un stade terminal, mais avec des bonnes chances que c'est parti pour une bonne période. Je suis en traitement toutes les trois semaines, et tous les 3 mois, je fais le fameux scan, qui est un peu comme la roulette russe, en espérant de rien retrouver de nouveau. Dernière question, vous expliquez que votre horizon temporel a changé malgré cette convalescence. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez apporté comme changement dans votre vie professionnelle, personnelle aussi ? C'est une chasse à tout ce qui n'est pas essentiel ? Peut-être pas une chasse, mais plus une appréciation de ce qui est essentiel. Il y a beaucoup de professionnels, ils investissent dans des méditations, ils partent dans des cloîtres bouddhistes à trouver un certain équilibre. Le concert, c'est une façon brutale et accélérée à se mettre à se focaliser sur le jour même. Là où j'ai toujours des difficultés, c'est maintenant si je dois planifier 6 mois à l'avance, 12 mois à l'avance. J'aime pas parler de date à cet horizon puisque ça fait remonter des questions. Mais surtout, je pense que ça m'a beaucoup fait apprécier où je suis aujourd'hui et confirmer un peu les choix aussi. Je pense, le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui va permettre de... J'ai mon entreprise qui est à 400 mètres de chez moi. Il y a mes enfants qui rentrent au bureau et ils parlent de mes collègues. C'est les amis du travail. Il y a mes collègues qui viennent chez moi. C'est un équilibre de vie que je n'avais pas avant dans ma carrière où je passais 3 nuits par semaine dans un hôtel sur les avions.
Boost Bar, c'est l'entreprise de notre invité Pascal Hufer, une entreprise zurichoise, mais qui sert aussi des clients en Suisse romande. Un entrepreneur passé par le PFL, on l'a dit, aussi chez McKinsey. Vous connaissez la Suisse romande. Boost Bar, en quelques mots, ce sont des distributeurs de boissons, de snacks, de restauration connectés. Ça, c'est un élément important lié à une technologie digitale en location. L'entreprise a été créée en 2020, donc il y a bientôt juste 3 ans. Une entreprise, j'ai envie de dire, qui a de l'appétit et qui commence. On va commencer cette deuxième partie par un grand morceau, ce sont les CFF. Un appel d'offres a été lancé en cours, quelques 3500 distributeurs qui sont aujourd'hui servis par Selecta, votre précédent employeur. Il se murmure que Boost Bar est dans la compétition. Pascal Hufer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet appel d'offres? Vous en êtes ou pas? À quel point il est important? Alors peut-être pour commenter sur Boost Bar, vous avez décrit Boost Bar comme des frigos connectés ou des distributeurs automatiques, effectivement. À louer. À louer. Et effectivement, en fait, notre entreprise, elle a deux composantes. Elle a la composante où on loue les distributeurs, donc on offre le service. C'est ce qu'on fait à des entreprises en Suisse. Mais en même temps, on s'est rapidement aperçu dans le développement de notre concept que la technologie qu'on a développée pour cette activité, elle est intéressante pour tout autre acteur sur le marché. Ça peut être des opérateurs établis comme un Selecta, comme un Dallmayr, ou aussi des startups. Et aujourd'hui, 80% de nos points de vente, en fait, c'est des points de vente où on met à disposition notre technologie à d'autres acteurs. Donc vous êtes fournisseur de services pour des acteurs de services et de technologie. Ça peut être un frigo connecté même qu'on met à disposition et l'acteur s'en sert pour vendre ses propres produits. Je prends un exemple au CHUV à Lausanne. On livre le frigo connecté mais vide afin que la gastronomie de l'hôpital puisse vendre ses propres produits. Donc, c'est un peu, en anglais, le store as a service. Et dans l'extrême, on a des premiers clients, et surtout à l'international. Samedi, je pars au Japon, par exemple, qui rachètent juste la technologie, donc vraiment la software, afin de digitaliser les points de vente. Donc là, vous la vendez comme une licence comme une licence, comme l'industrie. Malheureusement, c'est une industrie qui manque un peu de standards. Et si je prends l'exemple du Japon, qui est le pays le plus important des automates, l'âge moyen d'un automate au Japon, c'est 20 ans, donc il y a des automates qui ont 40 ans. En termes de software et de licence, c'est pas des automates qui communiquent bien. Donc c'est souvent c'est de l'électronique et de la software. Les CFF, alors ce marché. Donc un grand détour pour ne pas répondre à votre question des CFF. Alors ce qui est clair dans notre stratégie, on focalise sur des clients où on a des relations B2B long terme. Le contrat CFF, c'est un contrat retail. C'est un contrat typiquement qui va intéresser des grands opérateurs comme Selecta, comme Dallmayr, et il y a des rumeurs sur différents partenaires. Potentiellement un Valora ou aussi des opérateurs de l'étranger. Et dans ces scénarios-là, notre rôle dans le marché, c'est de livrer la technologie. Donc, ce que je peux vous confirmer, il n'y aura pas d'offre ni de contrat signé avec Boost Bar comme opérateur, puisque ce n'est pas notre business, c'est le business de nos clients. Ce qu'on avait commenté il y a 2 mois dans la presse, on est absolument à disposition à supporter des opérateurs à gagner ce contrat. Et certes, avec la technologie qu'on a avec Boost Bar et mon équipe, où il y a quand même quelques anciens de Selecta qui connaissent extrêmement bien autant la technologie que les opérations. On est certes un partenaire intéressant pour des participants à l'appel d'offres. Bon, vous l'êtes peut-être, vous nous le direz, quand l'appel d'offres sera rendu, c'est normalement à la fin de l'été. Comment se porte l'entreprise Boost Bar aujourd'hui? Le chiffre d'affaires était, vous communiquez en 2021, 2 millions de francs. Le nombre de points de vente a beaucoup augmenté depuis. Vous en êtes où exactement? Alors, il y a 15 mois, on était à 10, j'étais à l'hôpital. Aujourd'hui, on est à 60. 60 millions. 60 employés. Ah, voilà, 60 employés, c'est le comptage.
J'ai appris en France, les entrepreneurs français, ils parlent toujours d'abord des employés. Et les entrepreneurs dans les régions germanophones, ils commencent toujours avec le chiffre. Vous recrutez encore d'ailleurs? Il y avait 50 annonces en février dans Startup Ticker. On recrute beaucoup. On recrute beaucoup et peut-être par rapport à ce point-là, c'est un point très important. Bien sûr, on a des posts sur le site web. Je pense que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est ils regardent les posts et ils se posent la question, est-ce que je suis la bonne personne pour le poste? Comme entrepreneur, la plupart des personnes qu'on a recrutées, l'autre jour on a fait le chiffre, c'était 85% des personnes qu'on a recrutées, c'était ou bien à travers le réseau, ou des gens qui sont venus spontanément, qui ont dit ce que vous faites, ça m'intéresse, voilà mon profil, qu'est-ce que vous pouvez faire avec nous? Et on a tellement de chantiers ouverts, si quelqu'un est motivé, intéressé par l'industrie, et on le voit bien dans l'équipe, il y a certaines opportunités. Donc on recrute Vous recrutez encore beaucoup. Ouais. 60 employés, vous dites, et en termes de chiffre d'affaires, l'ordre de grandeur? On est dans l'ordre de grandeur de 8 millions installés et au-dessus en termes de signés. Ça veut dire quoi? Ah oui, installé. Installé, c'est déjà déployé. La plupart des contrats, c'est des contrats mensuels, donc avec des services qui se répètent. Donc l'avantage là dans le business model, c'est pas en janvier je redémarre avec les compteurs à zéro, mais j'ai une base de clients installés qui génèrent des chiffres qui retournent. Et le million et demi en plus, c'est des contrats déjà signés mais pas encore installés, donc qui ne génèrent pas encore de chiffres, mais sur lesquels je peux compter. Et vous êtes à l'équilibre financier ou toujours en train de financer surtout la croissance? Alors, on pourrait à tout moment être à l'équilibre financier, dans le sens, pour maintenir la base de clients actuels et les projets actuels, on pourrait être. Mais bien sûr, avec les recrutements, il y a quand même un nombre important de profils, c'est dans le développement du produit et dans les commerciaux, l'objectif c'est la croissance. Mais ça donne quand même beaucoup de confort d'avoir, comme vous le connaissez certainement dans le contexte, il est plutôt horrible d'un point de vue de tout le contexte du financement des startups. Et c'est un confort important pour nous, mais aussi pour nos investisseurs, de savoir on ne dépend pas d'un chèque d'un investisseur pour maintenir notre activité. Qui finance exactement? Ce sont uniquement sur vos propres économies ou celles de la réussite de votre femme, peut-être, dans son entreprise de vêtements? Non, les premiers 12 mois, effectivement, c'était mes économies, mais à un certain moment, on est arrivé à zéro. Au moins zéro au niveau liquidité, j'allais pas revendre le chalet, le chalet et ma dernière chemise. Non, ensuite, on a été financé et ça nous a énormément aidé. On a eu un mix de venture capital et de angels. Aujourd'hui, c'est 80%, c'est des angels. Et c'est tous des gens proches de l'industrie. Des individus plutôt. Business angels, comme on les exactement. Et c'est toujours, pour nous, ce qui est important, c'est toujours des individus qui ont une relation avec, qui s'intéressent pour le business model. Donc, c'est pas des angels pool anonymes. Ça a été extrêmement important aussi quand je suis tombé malade. Je pense aucun fonds d'investissement sensible nous aurait supporté, puisque juste d'un point de vue rationnel, le risque il était énorme. Et là, le fait d'avoir des individus qui supportaient le projet, ça nous a aidés. Soutenir le projet, d'une part, oui, mais d'autre part, vous avez aussi réalisé en février l'acquisition d'une société britannique, Eguana, si je prononce bien le nom, fondé elle en 2010. Là, c'est pour une toute jeune entreprise comme la vôtre, une acquisition pas en Suisse, mais à l'étranger. Qu'est-ce qui a motivé? D'abord, c'est combien d'employés, cette entreprise? C'était 25 personnes à l'époque, et eux recrutent encore plus que nous. Alors, l'historique de l'entreprise, c'est deux ingénieurs basés à Londres qui, depuis 12 ans, ils créent de l'innovation dans l'industrie. Et dans l'industrie, on les connaît surtout pour des projets spectaculaires. Ils ont fait des projets pour Coca-Cola, Kellogg's. Un de mes préférés, c'était des robots pour Tiffany's à Londres, ou un distributeur pour Piaget ou Harrods. Donc des projets très spectaculaires,
D'un point de vue business model, c'est le build once, sell once. Ils vont très cher, Ils vont des chers et tout, et surtout, ça devient répétitif. Donc, dans tout ce processus, ils ont monté une plateforme technologique pour gérer tous ces points de vente qui a passé une courbe de maturité de 10 à 12 ans que personne d'autre dans l'industrie a. Et c'est grâce à eux, en fait, quand je vous disais que quand j'ai lancé Boost Bar, on devait développer notre technologie. C'est avec leur aide qu'on a développé notre technologie. Et une fois qu'ils ont vu notre croissance démarrer, j'ai eu l'appel et ils m'ont dit, mais on a un peu peur du rythme de croissance. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Donc ils vous ont contacté. C'est pas vous qui êtes allé activement les chercher, mais... Non, bon, c'était une discussion qui était en cours, mais de plus en plus, on disait, mais en fait, et on avait de plus en plus aussi de clients communs ou des projets qui démarraient avec eux, mais où ensuite ils avaient besoin de notre aide pour les livrer. Et ce qui faisait que, je pense que ça doit faire 15 mois où effectivement on agissait déjà plus ou moins presque comme une équipe. Et l'acquisition finalement, elle a été avec toutes les négociations et vous imaginez les armées de juristes. L'ordre de grandeur, combien ça coûtait? Top secret. Top secret. Top secret. Alors une dernière question pour le futur de Boost Bar. Vincent. Vous aussi, peut-être un jour, une stratégie sportive, vendre à KKR, c'est envisageable? Ou un autre? Quoi d'autre? Pourquoi pas? Non, il y a certes. Pour moi, ce qui est important, j'ai toute j'ai une équipe avec quand même des profils qui viennent de l'industrie, qui viennent du conseil, qui pourraient avoir des jobs qui payent nettement mieux, mais qui participent dans la boîte à travers des actions, donc qui participent à notre succès. Et pour moi, une chose qui est importante, c'est de pouvoir créer des moments où beaucoup qui sont de mon âge, ils ont leurs premiers enfants, il y a une maison à construire, etc. De créer des moments où ceux qui veulent vendre des parts, ils puissent vendre des parts. Pour moi, aujourd'hui, c'est mon dernier projet entrepreneurial, et je ne dis pas ça à cause de ma maladie, mais c'est mon projet. Faut jamais dire jamais. Mais non, ensuite, les premières 2 années, et même sans le concert, sont brutales. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ne fondent pas une entreprise, mais 2 et 3, qui arrivent à répéter ça. Je préfère, je préfère, et j'ai plus de talent ensuite à aider d'autres à traverser cette route-là que de refaire ce processus. Pascal Huffert, pour terminer cette émission rapidement, on a appris que vous aimiez jouer au poker à l'université. On ne sait pas si vous jouez encore aujourd'hui, mais si vous jouiez, vous êtes plutôt le poker live ou en ligne? J'ai appris la plupart en ligne. C'est comme ça que j'ai eu la volume. J'ai gagné le volume et l'expérience. Je prenais le plus plaisir en live. Après une perte en cash game, vous êtes plutôt du genre à quitter la table, couper la perte ou recaver? Ça dépend de la table. Au début, à recaver et sans discipline, à la recaver, fin... donc c'est remettre... de remettre la mise. Ça dépend de la dynamique de la table. Il y a des bons moments à recaver, il y en a d'autres où il ne faut pas. Votre plus gros gain au poker, c'était combien? Je jouais surtout du cash game, donc forcément, ce n'est pas les gros gains de tournoi. La plus grande main, c'était $18 000 sur une toute petite table, contre un joueur qui avait trop bu. Merci beaucoup, Pascal Huffert, d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci Vincent. Et à la semaine prochaine. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.